Voilà, donc maintenant on passe à la communication suivante. On fera les intervenants après les 3 communications. Madame de Rennes. Donc Madame Rose de Rennes, qui est adjointe au chef de service à la Haute Autorité de Santé, qui s'occupe très précisément des indicateurs qualité. Et sécurité des soins, et plus particulièrement en charge du développement des indicateurs de processus. Donc je vous remercie de nous avoir invités à venir ici aujourd'hui vous présenter les travaux. Donc je fais une présentation à double voix avec ma collègue Linda Manaï, ici présent. Donc je vais vous faire une présentation complémentaire avec celle que vient de réaliser Gilles Bontemps, parce qu'il y a eu une collaboration entre la Haute Autorité de Santé et l'ANAP pour mettre à la disposition des professionnels des outils pour mieux organiser et sécuriser la prise en charge des patients. Donc tous ces documents sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé ou sur le site de l'ANAP. Il va de soi que pour nous, tous les outils que nous mettons à la disposition des professionnels ou les indicateurs que nous développons ne doivent pas, du moins l'activité de la chirurgie ambulatoire doit se faire sans concession à la qualité et à la sécurité des soins et à la prise en charge des patients, que ce soit avant, après ou l'acte de chirurgie. Donc évidemment, on va parler beaucoup des indicateurs, mais je voudrais quand même juste rappeler que pour évaluer et sécuriser la prise en charge des patients, il y a d'autres outils qui sont disponibles, notamment le chemin clinique. Pour améliorer l'organisation de la prise en charge en chirurgie ambulatoire, il faut mettre en place des chemins cliniques. Il y a aussi des revues de mortalité et morbidité qui permettent d'analyser en équipe les événements indésirables qui surviennent pendant les prises en charge. Et il y a la méthode du patient traceur qui est adaptée spécifiquement à la chirurgie ambulatoire. Et évidemment, il y a les indicateurs quand on veut objectiver la qualité de la prise en charge. La Haute Autorité de Santé a développé des indicateurs de processus et de résultats pour la chirurgie ambulatoire. Alors, juste avant de vous présenter ces indicateurs, je voudrais poser le cadre dans lequel la Haute Autorité de Santé développe ces indicateurs. Nous sommes une agence nationale, donc les indicateurs que nous développons doivent servir en priorité à 3 types d'utilisation, ce qui nous permet de partager 3 objectifs entre la Haute Autorité de Santé et la DGOS. Ces indicateurs permettent aux établissements de santé de mettre en place des tableaux de bord et d'améliorer la prise en charge des patients. C'est le pilotage interne. Ces indicateurs répondent aussi aux exigences de transparence des usagers, donc ils sont diffusés sur le site Scope Santé une fois par an, vers le mois de novembre, et ils doivent contribuer à la régulation de la qualité, que ce soit au niveau régional, et ils sont largement utilisés par les agences régionales de santé, dans les ARS, dans les CEPOM, et puis dans les CBU, entre autres, et au niveau national, outre la diffusion publique, ils sont dans le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité ou dans le contrat d'amélioration des pratiques et dans d'autres dispositifs. Donc vraiment, tous les indicateurs développés doivent répondre à ces 3 objectifs. Et ces indicateurs qui sont développés sont validés. Et cette validation, elle est extrêmement importante pour permettre la comparaison, que ce soit cette comparaison interne ou cette comparaison externe. Donc ce sont des indicateurs qui sont robustes et ça nous impose parfois des choix sur les indicateurs que nous allons développer, notamment par rapport à la disponibilité des données, mais on va y revenir. Donc ils sont validés sur le plan de la pertinence clinique. Ils doivent être faisables, c'est-à-dire les données doivent être facilement accessibles, ils doivent être reproductibles et évidemment pertinents pour améliorer la prise en charge des patients. Et ça, les professionnels, quand nous expérimentons les indicateurs, c'est la première chose que nous leur demandons. Est-ce que de votre point de vue, ces indicateurs vous permettront d'améliorer la prise en charge des patients? Donc ça, c'est la robustesse des indicateurs. Les indicateurs que nous développons ne sont pas exclusifs d'autres indicateurs que les établissements peuvent développer. Je cite là, entre autres, le taux de complication, le taux de sortie retardée, le taux d'annulation à J0. Ce sont des indicateurs qui sont difficiles à développer sur un plan national parce que ces données ne sont pas forcément tracées dans un système d'information qui peut être le dossier patient, le dossier informatisé. C'est-à-dire quand on demande aux établissements où est-ce que vous tracez toutes les annulations que vous avez eues à J0, ben c'est pas organisé. Donc c'est pas toujours facile de recueillir ces indicateurs au niveau national. Donc la question de la source des données, c'est quelque chose d'important pour nous.
Donc, pour revenir à ces indicateurs de processus et de résultats, nous avons développé ces indicateurs avec un groupe de travail composé de toutes les disciplines qui prennent en charge tous les chirurgiens, je veux dire, pour le dire autrement, la chirurgie orthopédique, l'ophtalmo, la pédiatrie, les urgences, les anesthésistes, l'urologie, toutes les disciplines étaient représentées. Le groupe de travail, c'est 25 professionnels de santé. Nous nous sommes basés sur la littérature disponible, donc beaucoup de documents de sociétés savantes, notamment le document source de la SFAR. Et ce groupe de travail a identifié 5 processus, 5 indicateurs de processus qu'on va mesurer à travers le dossier du patient et 2 indicateurs de résultats que l'on va évaluer à travers le PMSI. Donc, je vais vous présenter les indicateurs de processus et Linda prendra la suite sur les indicateurs de résultats. Il s'agit bien pour nous d'avoir un set d'indicateurs validés pour pouvoir, au niveau national, mesurer le niveau de qualité et de sécurité de la prise en charge des patients en ambulatoire. Donc, vous voyez le processus de prise en charge des patients, donc un peu macro, on n'est pas rentré dans des détails très très fins, décomposé donc avant l'hospitalisation, pendant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Et le groupe de travail a posé les indicateurs qui leur semblaient le plus pertinents pour évaluer cette prise en charge. Donc vous voyez, le premier indicateur, c'est l'évaluation préopératoire du patient. Donc on va regarder comment se fait l'éligibilité du patient à la chirurgie ambulatoire, l'information et le consentement du patient, la prévention des risques propres aux patients, c'est les préventions des risques de nausées, vomissements et des troubles thromboemboliques, et l'anticipation de la prise en charge de la douleur et l'appel entre J-1 et J-3, c'est le consensus du groupe de travail. Le deuxième indicateur, c'est la gestion des suites opératoires, notamment la gestion de la douleur en post-op et puis la gestion des nausées, vomissements. Et il y a un troisième indicateur qui est l'évaluation du patient pour la sortie de la structure, donc la sortie de l'établissement de santé, avec les documents qui sont utiles pour la continuité des soins, notamment le bulletin de sortie et le compte-rendu opératoire. Et le dernier indicateur, c'est le suivi du patient après la sortie de la structure, notamment les soins qui sont à réaliser en post-hospitalisation, comment on regarde comment c'est planifié de l'établissement de santé, est-ce qu'il y a une date de consultation programmée avec un chirurgien en post-opératoire, et est-ce qu'il y a un contact entre J+1 et J+3. Donc ces indicateurs ont été expérimentés. Nous avons terminé l'expérimentation il y a 2 semaines auprès de 70 établissements de santé qui étaient volontaires pour recueillir ces données. Les résultats sont intéressants. Nous sommes en train d'analyser ces données pour voir un peu comment les établissements se positionnent. Nous allons, une fois que nous aurons terminé l'analyse de ces données, nous allons réunir de nouveau le groupe de travail entre le mois de septembre et novembre. Et ce sont ces professionnels de santé, en se basant sur l'expérimentation, qui vont retenir in fine les indicateurs qui seront mis à votre disposition. Donc peut-être que parmi tout ce que je vous présente, le groupe de travail décidera, au vu des résultats d'un indicateur, de ne pas le retenir. S'il est déjà très haut ou au contraire trop bas, peut-être qu'on va le remanier, mais pour le moment, c'est ce qui a été expérimenté et c'est ce que nous allons analyser. Donc je vais passer la parole à Linda pour vous présenter les indicateurs de résultats et on va conclure. Donc en termes d'indicateurs de résultats, pour suivre après une chirurgie en ambulatoire le devenir du parcours du patient, 2 indicateurs ont été choisis. Le taux de conversion en hospitalisation complète, que cette conversion ait lieu dans le même établissement ou dans un autre établissement MCO, et le taux de réadmission dans les 3 jours après une sortie à 0 jour vers le lieu de résidence. Et les objectifs de l'expérimentation qui est en cours et qui se terminera le 1er juillet est de valider pour chacun de ces indicateurs la population cible en termes de critères d'inclusion et d'exclusion, de mesurer la valeur prédictive positive, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'événements détectés via le PMSI qui sont des événements réellement survenus que l'on retrouve dans le dossier du patient correspondant, analyser le cas échéant les faux positifs pour pouvoir optimiser ces critères de l'algorithme et analyser la traçabilité des motifs de conversion et de réadmission et les types de motifs de conversion et de réadmission. Alors, pardon, d'accord, merci. Donc,
il y a des limites qui sont connues, des indicateurs qui sont mesurés directement à partir du PMSI. Il y en a deux en l'occurrence, c'est que la validité de l'indicateur va être tributaire de la qualité du codage. Et quand on met en place un dispositif national avec une mesure dans les établissements de santé, il y a en plus l'homogénéité du codage qui est en jeu entre les établissements de santé. Une autre limite est liée à un des critères de validation qui est la mesure de la valeur prédictive positive. Nous sommes capables, compte tenu de la faible fréquence de ces événements, de mesurer la valeur prédictive positive sur un certain nombre de dossiers qui est évalué à peu près à 500 dossiers. Par contre, nous ne sommes pas capables de mesurer la valeur prédictive négative parce que cela demanderait un nombre important de dossiers et l'acceptabilité par les établissements de cette évaluation serait difficile. Par contre, il y a une limite et une difficulté qui a été identifiée qui est spécifique des conversions. Normalement, si on respecte les règles de codage des conversions dans le PMSI qui sont établies par la TIH depuis 2013, un patient qui est admis pour une chirurgie en ambulatoire doit avoir un premier résumé d'unité médicale avec une hospitalisation partielle en HP. Et ensuite, en cas de conversion, un deuxième résumé d'unité médicale doit être généré et codé dans le PMSI avec donc l'unité vers laquelle il est transféré et une hospitalisation complète, donc en HC. Or, il se trouve que les pratiques aujourd'hui dans les établissements de santé ne sont pas homogènes. Il y a de nombreux établissements qui, après donc, un séjour en converti, effacent le premier rhume et ne codent uniquement que le deuxième rhume avec une hospitalisation complète. Ce qui fait qu'il y a une proportion non négligeable de séjours de conversion qui ne pourront pas actuellement être identifiés via le PMSI. Donc les conséquences actuellement, c'est que le taux de conversion qui va être mesuré directement à partir du PMSI ne reflète pas le taux réel, il est sous-estimé, et la comparabilité donc, des établissements entre eux n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, on a établi une doctrine pour l'utilisation des indicateurs de résultats qui sont mesurés directement à partir du PMSI. Si l'indicateur est validé à l'issue de l'expérimentation, il doit être utilisé comme un outil d'alerte. Tout d'abord, nous le mettons à disposition des établissements accompagnés de consignes de codage dédiées qui sont réalisées par la TIH et qui vont permettre donc une optimisation de la qualité du codage en parallèle de sa mise en œuvre et de son appropriation par le terrain. Ensuite, en cas d'alerte, ça veut dire que si ce taux est potentiellement en alerte, il y a nécessité par l'établissement de retourner au dossier du patient pour en valider la qualité de codage. Si le codage est validé et que l'alerte est confirmée, l'idée est de déclencher dans l'établissement, à partir donc de cet outil de pilotage interne, une démarche qualité et une démarche gestion des risques, donc analyse des risques, analyse des causes et mise en place d'actions d'amélioration pour pouvoir réduire ce taux. Donc, comme nous venons de le dire, il y a un enjeu important autour des conversions. Ce taux de conversion est un indicateur cliniquement pertinent reconnu par tous. C'est un enjeu aujourd'hui de pouvoir identifier via le PMSI les séjours de conversion dans tous les établissements concernés par cette activité. Et nous allons donc réunir les parties prenantes concernées donc par ce fait à la HAS pour pouvoir en discuter et voir quelles solutions nous pouvons mettre en place pour pouvoir identifier ces séjours dans le PMSI directement. Je vais bien conclure. Donc vous voyez, c'est toute la difficulté et l'équilibre dans lequel nous sommes entre ce qui est souhaitable et réalisé et ce que nous sommes en capacité de faire. Et Linda a très bien mis en avant les difficultés que nous rencontrons sur les indicateurs de résultats, alors que c'est vers cela que nous tendons à la Haute Autorité de Santé et pas que en chirurgie ambulatoire. Donc nous sommes tous d'accord pour dire que la chirurgie ambulatoire, ça va être la modalité de référence pour l'ensemble de l'activité réalisée en chirurgie, pour les patients qui sont éligibles. Il y a des outils qui sont d'ores et déjà qui existent d'ores et déjà, et j'insiste notamment sur le chemin clinique parce que c'est vraiment l'outil de référence pour la chirurgie ambulatoire. Et puis là, pour ces deux sets d'indicateurs qui sont les indicateurs de processus, ils seront disponibles en 2017 pour une première campagne nationale de recueil dans tous les établissements concernés en 2017, probablement sur la fin du second semestre. Et puis pour les indicateurs de résultats, dès qu'ils sont validés, comme Linda l'a dit, en tant qu'outil d'alerte, fin 2016, début 2017, en tout cas en 2017, les deux sets d'indicateurs seront disponibles. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.